Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Vous voulez tous devenir avocat dans la salle? Non? Qui a dit non? Pourquoi vous êtes là? Je vais être à côté d'elle, tu vas être à côté. Vous avez raison. C'est pour la raison. Je donne mon chargeur. Vous êtes avocat. Alors, bonjour à tous. Je pense que je vais me quitter. Félicitations s'il y en a dans la salle qui ont eu des résultats heureux hier. Qui a dit oui? Baraba? Agnès. Ah mais oui, c'est du ce matin déjà. Félicitations. Alors le but de cette intervention, ça va être de discuter ensemble de la profession d'avocat. Et comme vous le savez peut-être, j'ai pas non plus 30 ans de carrière, donc on va essayer de faire un ordre chronologique du moment où on a commencé à mûrir ce projet de devenir avocat. Peut-être que beaucoup d'entre vous sont à cette étape aujourd'hui. Ensuite, on passera au moment de la pré-formation, c'est-à-dire la... Je peux t'aider? Le moment où on élabore véritablement le passage de l'examen, puisque c'est l'étape qui vous stresse, je pense, le plus aujourd'hui. Comment on fait pour réussir l'examen, si tant est qu'il y a une méthode en particulier, avant de réfléchir à comment se passe la formation et comment est-ce qu'il faut surtout en fait envisager la formation. Et avant de quasi conclure sur les premières années, les difficultés de la première année, les conseils que je peux vous donner modestement sur ces premières années, avant de conclure ensemble, si vous le voulez bien, sur une séance de questions-réponses. Et même si vous ressentez le besoin de m'interrompre à un moment donné, puisque vraiment je parle une autre langue, il ne faut pas hésiter à lever la main et m'interrompre pour que je puisse reclarifier quelque chose. D'abord peut-être sur l'intention et sur la naissance du projet de devenir avocat. De manière un peu traître, j'ai proposé à Constance, que je remercie évidemment pour l'organisation de cet événement, le thème de la profession d'avocat, pour justement ensuite critiquer l'intitulé même de cette conférence, puisque je pense qu'on n'aborde pas les études de droit et la profession d'avocat comme étant une profession, parce que si on cherche la définition d'une profession, c'est une activité rémunérée, régulière, c'est donc une activité qui se définit par son caractère rémunéré, et je pense que les métiers de la justice aujourd'hui, que ce soit le métier de magistrat que vous ont présenté ce matin mes camarades, Maxime juste derrière, et le métier d'avocat, on l'aborde d'abord par conviction, et en fait on a même le devoir de surtout pas aborder cette profession à travers sa rémunération, puisque pour ceux qui le savent, peut-être dans la déontologie, on a un principe de désintéressement. On ne doit surtout pas exercer pour l'argent. On ne doit certainement pas devenir avocat pour l'argent. On ne doit certainement pas devenir avocat et conditionner la prise en charge d'un client parce qu'il a ou parce qu'il n'a pas les moyens de nous rémunérer. C'est pour ça qu'on jure, quand on devient avocat, il y a 18, je crois, principes essentiels de la profession. Quand on prête serment, on en cite 5, dont le principe d'humanité, qui veut que, comme pour les médecins, on ne soigne pas et on ne défend pas pour autre chose que la volonté de rétablir la justice. Donc, je crois que c'est ce qui doit vous animer aujourd'hui, et je crois que c'est ce qui vous anime déjà aujourd'hui, parce que si on garde cette idée de chronologie, le métier d'avocat, c'est rarement un métier que l'on envisage au bout de 4 ans d'études dans l'enseignement supérieur et sans s'être jamais projeté soi-même dans une robe, parce que dans notre éducation, dans notre parcours, il y a un moment donné, toujours, où il y a eu un accident autour de nous et où on s'est dit, ce qu'il a manqué à cette personne qui subit une injustice, c'est quelqu'un qui porte sa voix ou qui lui indique qu'elle aurait pu porter sa situation devant un juge. Et donc on a souvent une blessure ou une motivation qui relève de l'émotion, qui nous guide à travers cette quête de l'avocature, et ça je veux que vous le nourrissiez toujours, à tous les stades de votre vie. Aujourd'hui, pendant vos études, je veux que tous les matins, quand vous vous levez, ou avant chaque partiel, ou peu importe, vous vous dites, mon but,
c'est de nourrir ce rêve de gosse qu'il est pour beaucoup, ou en tout cas cette ambition noble que j'ai, cette vision noble que j'ai de l'avocature, qui est rétablir un équilibre lorsque pour des raisons extérieures, une personne a subi une injustice. Votre futur métier impose de garder ça en tête, parce que c'est toujours la quête de l'avocat que vous avez envie de devenir qui va vous pousser à progresser tous les jours et à devenir un bon avocat. Parce qu'en fait, il n'existe pas de métier d'avocat. Personne ne peut vous dire « avocat, c'est ça ». Il y a autant de métiers d'avocat qu'il y a d'avocats en France. Je pense que si parmi vous, il y en a qui ont fait des stages dans des cabinets qui sont dans des domaines différents, vous avez constaté que les pratiques étaient très différentes. Quand vous faites un stage chez un avocat en droit public, comme c'est mon cas, peut-être que j'aurais dû commencer par me présenter, je me présenterai après, eh bien vous constatez que la pratique est tout à fait différente d'un avocat pénaliste. Moi je passe ma vie au bureau, les pénalistes passent peut-être plus leur vie au palais. Je passe ma vie à essayer de produire un maximum d'actes, d'autres passent beaucoup de temps dans leur journée à attendre, parce que la justice c'est long pour être rendue, mais c'est aussi que quand vous êtes jeune, vous n'avez pas en tout cas le privilège de l'âge. Pour conclure sur cette partie conviction, je pense qu'aujourd'hui on entend beaucoup cette notion de justice réparée, justice à réparer. Je pense que c'est ça qui doit vous guider tous les jours dans vos études. Vous devez vous dire, moi, dans cette ingénierie de la justice, mon rôle plus tard, c'est de contribuer à réparer la justice pour que plus jamais quelqu'un n'entre un jour dans mon cabinet en me disant « la justice c'est trop long, j'y vais pas. La justice c'est trop cher, j'y vais pas. La justice, mais en fait votre dossier il n'est jamais ouvert, ni par les avocats, ni par les magistrats, parce que déjà c'est faux, c'est une idée reçue par certains, qui est certainement alimentée par d'autres. Mais aussi parce que c'est la pureté de votre intention dans la volonté d'exercer cette profession qui fera la noblesse de ce métier plus tard et qui rétablira les lettres de noblesse de cette justice. Et donc, ces qualités-là, je veux que vous les gardiez en tête. Autre qualité que vous devez absolument avoir, c'est la persévérance. Et c'est peut-être là que je vais me présenter. Parce que pour moi c'est anecdotique de me voir à cette place aujourd'hui, alors qu'il y a 3 ans j'étais quand même le symbole de l'échec pur et dur, et que j'entendais que des il faut que tu arrêtes d'envisager cette carrière, là où aujourd'hui on exprime plutôt exactement l'inverse. Moi je suis Rémi Dantan, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un avocat depuis pas très longtemps, moins de 2 ans, en droit public. J'ai été collaborateur en cabinet pendant à peu près 14-15 mois avant d'ouvrir mon cabinet il y a de ça quelques mois, 2 mois aujourd'hui, et d'avoir une activité plutôt nourrie comme puis ça m'a pu le vérifier il y a quelques temps. Je précise que je suis avocat en droit public parce que c'est pas le même métier qu'avocat en droit pénal, parce que c'est pas le même métier qu'avocat en droit civil, parce que c'est pas le même métier que les plus anciens que nous, avocats généralistes. Et parce que je veux que vous ne partiez pas de cette conférence en vous disant c'est bon, je sais à quoi ressemble le métier d'avocat, je veux que vous sortiez d'ici en vous disant j'ai compris que c'était un métier pluriel et je veux nourrir la curiosité qui est la mienne et aller interroger des avocats en droit des affaires, en droit de la consommation, en droit de la concurrence, en droit pénal. Et je veux, et je reprends là le conseil qu'a donné M. Badre ce matin, mais allez dans les tribunaux et nourrissez votre curiosité pour voir quel est finalement l'exercice de l'avocature au quotidien, parce que c'est quand vous allez voir ce que c'est pour de vrai que vous allez trouver quelle branche du droit vous avez envie d'exercer. Et c'est là qu'il faut, je pense, basculer sur la première étape de la chronologie de l'histoire de l'avocat. C'est le moment où vous entrez à la fac et on vous demande de choisir parmi plusieurs matières, et beaucoup d'entre vous pensent que quand vous faites un choix, il est définitif. Surtout en L3, quand on vous dit, bon ben maintenant il faut décider, c'est droit public ou droit privé, et vous avez toujours quelqu'un qui se pense malin qui vous dit, alors c'est simple, si tu ne sais pas comment choisir, droit privé, tu vas gagner de l'argent.
droit public, tu vas rien faire de ta vie. Et donc, vous faites tous du droit privé. Conséquence, personne ne fait du droit public. Conséquence aussi consumériste que le raisonnement que j'ai présenté, c'est qu'il y a une forte demande d'avocats en droit public et qu'il n'y a pas assez d'avocats en droit public et que donc les avocats en droit public ont peine à vous convaincre, vous, de vous intéresser au droit public pour venir protéger avec nous les libertés fondamentales et les relations des administrés face aux administrations. Donc intéressez-vous à tout et ne vous laissez jamais influencer par des gens qui pensent savoir à une étape de leur vie où en fait ils ne se rendent pas encore compte, qu'ils ne savent pas grand-chose. Donc soyez toujours curieux. Ne croyez jamais que parce que vous avez décidé de faire du droit privé en 3e année, que parce que vous avez décidé de faire un master propriété intellectuelle par exemple, que ça ne vous plaît pas, c'est fini, vous êtes enfermé dans ça. Vous pouvez changer à tout instant de votre carrière déjà et à tout instant de vos études. Par exemple, si je prends mon cas, j'ai fait un master 1 de droit public des affaires, je pensais que j'allais adorer et j'ai détesté. J'ai réfléchi à quoi faire en master 2. Moi j'aimais beaucoup les droits de l'homme. On m'a dit jamais de la vie, c'est un truc de mecs qui font du diabolo devant des lycées, c'est pas fait pour toi. Et au final, aujourd'hui, j'enseigne cette matière, ça me passionne. Et j'exerce en pratique dans cette matière, et ça me passionne. Et c'est par exemple, ça prend la forme d'un référé liberté, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire la possibilité, lorsqu'une liberté fondamentale est méconnue, d'aller saisir un juge qui doit statuer sous 48 heures en théorie pour essayer de rétablir une situation où une liberté fondamentale est gravement préjudiciée et de manière manifestement illégale. Et on a eu l'occasion aussi de l'expérimenter avec Ipsissam il n'y a pas très longtemps. Et c'est un exercice sportif. Et pour ceux qui pensent d'ailleurs qu'avocat en droit public, c'est une procédure écrite et complète, jamais, allez dans les tribunaux et vous verrez que ça aussi, c'est des bêtises. Donc, encore une fois, soyez curieux et ne pensez pas que le choix de vos matières va figer les choses. On continue. Parce que je pense que si je veux que vous reteniez vraiment quelque chose de ça, pour ceux qui sont étudiants, c'est arrêtez d'écouter les autres et faites-vous toujours votre avis. C'est vraiment ce qui va guider cette conférence, même si qu'elle dure 10 minutes ou 3 heures, je répéterai la même chose, juste en développant chaque fois un peu plus. On a maintenant le Master 1. D'accord? J'espère. Si vous ne l'avez pas, appelez-moi et on voit ce qu'on peut faire. Et vous voulez donc passer le CRFPA, logiquement, pour devenir avocat, et on verra après qu'il y a aussi d'autres manières de faire. Il y a des passerelles pour ceux qui sont juristes, pour ceux qui ont fait des thèses, qui vous permettent d'entrer directement à l'école des avocats, sans passer par l'examen d'entrée à l'école des avocats, mais développons cet examen qui fait peur à beaucoup, cet examen qui n'est pas un concours en théorie, mais qui est un concours en pratique. Chaque fois, et là on est en pleine période, peut-être qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en train de réfléchir à passer cet examen pour 2023, qui du coup s'interrogent sur le fait de savoir est-ce que je dois prendre une prépa ou pas, et dans quel IUJ est-ce que je dois aller, et quelle matière je dois choisir, parce que mon copain m'a dit qu'à l'IUJ de Cergy, en fait, le prof de droit pénal, il est méchant, et du coup, en fait, il vaut mieux que je prenne droit international, parce qu'en fait, là-bas, c'est facile et je le donne à tout le monde, alors que si ça se trouve, vous allez détester cette matière-là, et que ce qu'on déteste, eh bien, on n'est pas bon dedans. Je pense que s'il y a une règle à s'appliquer toute sa vie, c'est apprendre à se connaître soi-même et à comprendre un concept très simple. C'est qu'on est endurant dans une matière et qu'on est bon dans une matière quand on aime cette matière. Et c'est ça qui doit guider vos études d'abord, votre carrière ensuite. C'est pour ça que j'ai commencé par la volonté d'exclure l'idée que vous deviez faire les choses pour de l'argent. Et c'est pas anecdotique, je vous dis ça parce qu'il y a un grand oral à Toulouse qui se passait très bien pour l'étudiant, où le président du jury a demandé pourquoi vous voulez devenir avocat. Le candidat a très sérieusement répondu pour l'argent. Il n'a pas eu le grand oral parce qu'il y a quelque part aussi quand même une analyse des critères de la personnalité des gens qui demain vont devoir défendre les libertés et les droits. Et si la motivation première, c'est pas les libertés, c'est pas les droits, c'est horrible, c'est vrai que ça pose de vrais problèmes déontologiques. Donc, on reste concentré sur ce qu'on aime et on est bon dans ce qu'on aime. Moi, par exemple, on m'a dit que le droit public et les droits de l'homme, ça menait nulle part. Aujourd'hui, j'en fais une carrière qui marche plutôt pas mal et je m'en plains pas. Il y a d'autres personnes qui auraient détesté ce que je fais aujourd'hui, qui auraient pu être convaincues parce qu'on leur aurait dit que c'est super, qui auraient exercé dans ces domaines et qui auraient été absolument mauvais. Leur réputation serait tout à fait désastreuse aujourd'hui. Donc ça commence dès aujourd'hui. Ayez l'audace de croire que votre projet professionnel et que votre métier d'avocat, il vous appartient qu'à vous et que personne d'autre que vous peut
peut en définir les contours et partez donc du postulat que tous les avocats vous diront, je ne peux pas vous définir le métier d'avocat, je peux vous définir ma pratique du métier d'avocat. D'accord? Je continue dans ça, je suis donc en train de passer le CRFPA et donc, vous l'avez compris, je ne choisis pas mes matières, je ne choisis pas mon IEJ, je ne choisis pas ma prépa sur la base seulement du témoignage des autres et d'abord, avant d'écouter ce que disent les autres, je me pose moi, seul, face à moi-même, avec un cahier, un stylo si ça vous plaît, et vous dites comment moi je fonctionne. Moi par exemple, il y a des gens qui ont un profil très scolaire, d'accord? Eux, leur profil c'est je vais à la BU à l'ouverture, je pars de la BU à la fermeture, et samedi, dimanche, si la BU est ouverte, je vais à la BU. Moi, c'est quelque chose, pour moi, je qualifie ça de phobie, mais ça ne marche pas du tout pour moi, d'accord? Mais ça marche pour d'autres. Si je comprends que pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça, je trouve ma méthode, j'avance, je progresse. Pareil pour vous, pour vos IEJ, pareil pour vous, pour vos prépas. Vous prenez un cahier, vous dites, est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement personnalisé avec un professeur qui m'appelle une fois par mois, un tutorat? Oui, non. Si votre réponse est non, ce n'est pas la peine de prendre quelque chose qui propose ça. Est-ce que j'ai besoin de présentiel ou distanciel? Ou est-ce que j'ai les moyens d'un présentiel? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas de Paris. Est-ce que j'ai besoin d'être seulement corrigé? Est-ce que j'ai besoin de m'entraîner? Combien de fois j'ai besoin de m'entraîner? Et là, vous avez posé vos critères. Et ensuite, vous allez chercher la réponse à la demande que vous avez vous-même décidée. Ça peut vous paraître anecdotique ce que je vous dis, mais moi je réponds à cette question peut-être 50 fois par semaine des étudiants qui m'interrogent sur ce sujet-là, donc c'est pas anecdotique, je vous dis que c'est une vraie difficulté pour vous. Commencez, avant d'aller consulter l'offre, par définir vos besoins. Parce que si vous rentrez dans une concession automobile avec l'idée d'acheter une voiture, mais vous ne savez pas laquelle, vous allez craquer sur la Rolls, mais c'est pas ce qu'il vous faut. D'accord? Et de toute façon, vous n'avez pas les moyens. C'est pareil pour les prépas, c'est pareil pour votre projet professionnel, c'est pareil pour tout. Maintenant, tout s'est bien passé et vous avez réussi l'examen d'entrée. Non, on va commencer par vous avez échoué l'examen d'entrée à l'école des avocats. D'accord? Vous ne l'avez pas eu. Est-ce que vous le retentez? C'est la question que tout le monde se pose. Et là, en fait, je vous dis d'expérience, parce que moi, je ne l'ai pas eu 2 fois, donc je l'ai passé 3 fois. Je suis allé au maximum des possibilités. Donc j'ai raté. Et au final, aujourd'hui, ça se passe plutôt pas mal. Et en fait, qu'est-ce que je comprends? C'est que le CRFPA, ce n'est pas un examen universitaire. On n'est pas en train de parler d'une L1 ou d'une L2, où c'est vrai que la majorité des personnes l'ont du premier coup. Et donc, quand vous ne l'avez pas, vous vous remettez en question parce que vous êtes le seul à rester dans cet amphi. Le CRFPA, vous avez près un étudiant sur 3 qui l'a. Pas qui l'a du premier coup. Qui l'a. Dans ces 1 sur 3, il y en a un qui le passe pour la 2e fois. Il y en a un qui le passe pour la 3e fois. Il y en a un qui le passe, qui l'a préparé peut-être 4 ou 5 fois, mais qui l'a passé que 3 fois, entre guillemets, parce que 2 fois, il ne s'est pas senti de le faire. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui sont persévérants. Et la persévérance, c'est une qualité que vous êtes obligé d'avoir quand vous allez devenir avocat. Et c'est là qu'il faut aussi, je pense, parler d'humilité face à l'échec. J'ai peut-être déjà vu des gens parmi vous qui sont dans la salle au téléphone, peut-être qu'on a déjà parlé de ces questions d'échec, etc. Et au début, j'étais plus patient que maintenant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je gronde beaucoup d'entre vous qui me disent « Je comprends pas, maître, j'ai fait tout ce qu'il fallait et je ne l'ai pas eu. » Ce qui sous-entend, c'est pas ma faute. Il y a un complot contre moi et un complot qui fait que l'organisation judiciaire ne veut pas que moi j'ai le CRFPA. Et ça, je pense que c'est un vrai problème parce que je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire qu'est-ce que j'aurais pu corriger chez moi, vu que je ne vise pas le fait d'avoir 20. Alors peut-être qu'il y a une part de responsabilité de mon environnement familial. Peut-être qu'il y a une part de responsabilité de mon environnement social. Peut-être qu'il y a une part de responsabilité dans la pédagogie de ma prépa et de mon IEJ. Mais peut-être que surtout, il y a une responsabilité chez moi. Peut-être que, en général, quand on le rate, on a 6, 7, 8, 9. Il n'y a pas beaucoup de points à aller chercher. Il y a quelques multiples de 0,25 en fait à aller chercher, des détails méthodologiques à aller chercher chez soi, des qualités à acquérir chez soi, de rigueur, de persévérance, de remise en question, qui vont définir le bon professionnel que vous serez demain. Parce qu'imaginez si vous craquez dès votre première tentative au CRFPA, qu'est-ce que ça veut dire? Demain, si vous avez un mauvais jugement, c'est la faute du juge.
et vous passez votre vie avec des mauvaises décisions parce que vous pensez que c'est un complot du juge contre vous? Ou vous allez un jour vous remettre en question pour dire qu'est-ce qui fait que j'aurais pu convaincre le juge? Moi je suis convaincu que là j'avais raison, mais j'ai pas réussi à convaincre le juge. Qu'est-ce que j'aurais pu changer chez moi pour changer la donne pour mon client et pour mon dossier? D'accord? L'humilité, c'est une qualité qui est essentielle dans le métier d'avocat, et je pense que cette humilité, vous la nourrissez dès votre vie universitaire et dès votre passage du CRFPA, parce que c'est à ce moment-là qu'on prend des claques en termes de notes, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous avez de très bonnes notes en Master 1, en Master 2, et vous prenez 4 ou 5 au CRFPA. En fait, on n'est pas en train de vous dire qu'au final, vous valez 4 ou 5 sur 20. On est en train de vous dire que par rapport au niveau global des étudiants qui le passent dans le ressort de votre école des avocats, eh bien, il y a beaucoup de gens au-dessus de vous. Ils ne sont pas au-dessus de vous en termes de connaissances juridiques, ils sont au-dessus de vous en termes de méthode. Démonstration de ce que je viens d'affirmer. Quelqu'un a déjà passé le CRFPA ici ou pas? Bon, ceux qui l'ont déjà passé, vous êtes sortis de l'amphithéâtre, vous êtes dit je jure de ne pas débriefer devant l'amphithéâtre, vous avez du coup débriefé devant l'amphithéâtre, et tout le monde avait trouvé la même réponse. Et là vous êtes rentré chez vous, sûr de vous. J'ai dit comme mon copain, donc je vais avoir l'examen. Au final, lui il a 15, vous avez 4. Et là, soit vous êtes pas humble et pas sérieux, et vous vous dites, je suis tombé sur un mauvais correcteur, j'ai pas de chance, de toute façon, la fac m'a jamais mis. Soit vous avez l'humilité de vous dire, j'ai mis les mêmes ingrédients dans la recette que mon copain, mais pas dans le même ordre. Et quand on fait de la cuisine, ben, c'est comme quand on passe le CRFPA. Si on met tous les mêmes ingrédients, mais pas dans le bon ordre, ben, il y a une recette dégueulasse et une recette qui est très bonne. C'est pareil. Si je commence par mettre le poulet surgelé dans le four et que je finis par le décongeler, ça ne marche pas bien. Mais si je commence avec les ingrédients dans le bon ordre, ça marche très bien et je réussis mon examen. Le CRFPA, c'est exactement ça. Toutes vos démonstrations intellectuelles impliquent de mettre les bons arguments, mais surtout les bons arguments dans le bon ordre, avec les bons éléments de méthode. Sinon, ça ne marche pas. Donc ne vous dites jamais, quand vous relisez vos corrections, j'ai dit tout ce que le correcteur voulait que je dise. Dites-vous, qu'est-ce qui fait que j'ai dit ce qu'il voulait entendre, mais il ne m'a pas mis les points? C'est bien parce que dans l'ordre, il y a quelque chose qui pêche. Dans le raisonnement, dans la méthode, il y a quelque chose qui pêche. Et c'est ces détails qu'il faut changer. J'ai changé que ces micro-détails, et d'une semaine à l'autre, en prépa, j'ai pris entre plus 3 et plus 5 points en prépa. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu l'avoir, cet examen, et que pour moi, tout a changé au mois d'août de la dernière tentative. C'est parce que je le dis, j'ai été orgueilleux jusqu'au mois d'août de la dernière tentative. J'ai cherché la responsabilité ailleurs que chez moi. Et quand je me suis concentré enfin sur la remise en question, c'est là que les choses ont changé. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de faire des stages, je pense que vous avez vu votre maître de stage dans des vrais moments de doute et de difficulté. Alors que parfois, qu'il ait 1 an de carrière ou 20 ans de carrière, c'est pareil. Il y a des vrais moments de doute et des vrais moments de difficulté, parce que le droit évolue, mais aussi parce que vous avez toujours peur de faire une bêtise, et que vous savez très bien qu'avec des éléments équivalents, vous pouvez convaincre ou pas convaincre un juge. Vous avez vu peut-être des maîtres de stage adapter leurs écritures et leurs plaidoiries aux magistrats qu'ils avaient face à eux, parce qu'ils savent qu'on ne convainc pas tout le monde de la même manière et qu'il faut toujours travailler sur soi pour convaincre. Quand quelqu'un ne vous comprend pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas tout dit. Ça veut peut-être dire que vous n'êtes pas fait comprendre. Et donc c'est la manière de s'exprimer qu'il faut changer. Au CRFPA, à la fac, dans les écritures, on appelle ça la méthodologie. La méthodologie, c'est la manière qu'on a d'exprimer. Parce que vous allez tous dire la même chose demain, et pourtant vous devez faire la différence. Et donc vous ne ferez pas la différence sur ce que vous dites, vous ferez la différence sur comment vous dites. D'accord? Pour ceux qui veulent qu'on revienne sur cette partie-là, au moment des questions-réponses, il n'y a pas de difficulté, je suis à vous, cuisinez-moi autant que vous voulez. Sur la profession d'avocat, encore une fois, je vais vous donner ma définition de cette profession en tant qu'avocat en droit public. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un avocat en droit public, c'est un avocat qui est en charge de procéder, de faire plutôt procéder, si on a l'orgueil de considérer qu'on est à l'initiative du contrôle du magistrat,
mais de faire procéder au magistrat à un contrôle de légalité d'un acte administratif. Vous devez démontrer à un magistrat qu'un acte administratif qui donc régit la relation entre l'administration et l'administré est légal ou est illégal. D'accord? Et donc votre travail, vous êtes dans l'ordre administratif. Pour ceux qui savent, le budget de la justice est divisé en fonction des ordres. Et donc nous, dans l'administratif, on a beaucoup de chance. Tout se passe bien, les délais ne sont pas exagérés. Quand on a rendez-vous à 10h, on passe à 10h, on ne passe pas à 22h et les audiences se terminent généralement vers 17h. C'est un luxe qu'on a en tant qu'avocat en droit public. Et c'est important que je vous précise, parce qu'il y a des gens qui vont vous refléter les difficultés d'une profession. Je ne les nie pas dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je vais simplement vous dire que moi, en tant qu'avocat en droit public, je ne les rencontre pas, parce que j'ai la chance de travailler dans un milieu très confortable qu'est le droit public. Moi, mon job, c'est d'être au cabinet quasiment toute la journée. Ce qui sous-entend que je ne perds que très peu de temps au palais à attendre mon tour. Ce qui veut dire que comparé à d'autres jeunes confrères qui pourront vous soulever beaucoup de difficultés en jeune carrière, moi j'ai la chance de pouvoir me concentrer sur mes dossiers du début jusqu'à la fin de la journée et de pouvoir facturer mon temps de travail du début jusqu'à la fin de la journée. Les jeunes confrères qui soulèvent des difficultés, en fait soulèvent la difficulté que vous avez quand vous êtes avocat à attendre 3 heures, 4 heures, 5 heures au tribunal que vous ne facturez pas. Et en fait, donc, votre journée au bureau commence peut-être à 16 heures, peut-être même qu'elle commence à 17 heures. Vous êtes jeune, vous êtes en collaboration. Il faut avancer pour le cabinet pour lequel vous êtes en collaboration. Et après, il faut encore commencer sa journée pour son propre cabinet et développer sa clientèle personnelle. J'ai la chance, j'ai le luxe de ne pas avoir connu ça. Parce qu'en droit public, j'ai passé ma journée au bureau, d'autant que j'ai beaucoup d'une activité de conseil qui fait que j'ai très peu de déplacements en fait en dehors du cabinet. Mais je veux vraiment que ce soit quelque chose que vous gardiez en tête, parce que je veux encore une fois que vous gardiez de ça, que vous devez avoir la curiosité d'interroger bien plus que moi aujourd'hui, et vous devez avoir la curiosité de rencontrer des avocats en droit de la concurrence, comme ma consoeur qui est au fond, là-bas, avec, pas vous, derrière vous, mais vous aussi peut-être, avec le badge que dit le droit, des confrères en droit pénal, je pense qu'il faut les rencontrer. Normalement, il doit y avoir quelqu'un dans la salle qui fait du droit pénal qui s'appelle Sarah, vu qu'elle est tout le temps en retard, ça ne m'attendrait pas qu'elle arrive dans 2 heures. Des avocats aussi en droit des affaires. Vanessa? C'est pareil. Mais je pense qu'il faut interroger parce qu'elle a un quotidien qui n'est pas le mien. Elle est peut-être côté plutôt entreprise, peut-être qu'elle est côté salarié. Et c'est des métiers qui sont très différents, d'accord? Donc vraiment, ne vous cantonnez jamais à la vie d'un avocat. Et je ne sais même pas si j'ai le droit de dire des choses comme ça, mais généralement, les avocats qui se précipitent aussi pour vous raconter à quel point c'est dur, ben, il faut aussi interroger si vous êtes comme la personne que vous avez en face, parce que avant de faire, pour le donner sous forme d'anecdote, avant de tenter ma chance en droit, je m'étais intéressé à la médecine, j'ai fait une première année de médecine. Et j'avais un tuteur qui était en 4e année de médecine et qui racontait, mort de rire, qu'un de ses camarades de promo venait de découvrir en 4e année de médecine qu'il avait peur du sang. Et il voulait être chirurgien là-bas, hein. Donc c'est vrai que ça pose des vrais problèmes. Et bien, je trouve qu'en droit, il y a un sujet qui est un peu tabou et pas suffisamment développé, je pense, en plus dans les écoles, mais c'est un métier d'entrepreneuriat. Quand vous êtes avocat, vous êtes en fait un entrepreneur. Et votre vraie difficulté en tant qu'avocat, c'est l'entreprendre. C'est pas de faire du droit. Je connais très peu d'avocats qui vous difficulté aujourd'hui sur le plan juridique. Je connais peu d'avocats qui vous expliquent avocat c'est dur parce que j'ai pas trouvé une réponse en droit. En revanche, je connais beaucoup d'avocats qui vous disent moi je suis tout seul. J'ai pas d'assistante, j'ai pas de collaborateur et j'ai 35 heures dans une semaine. Et il faut que je fasse de la compta, il faut que je paye l'URSSAF. Faut que ça fait mal. Ça fait mal. Puis en plus après il y a des impôts, puis après il y a l'impôt sur la société. Bref, il faut payer beaucoup. Bref, je suis tout seul et il faut gérer tout ça. Et dans une semaine de 35 heures, vous avez parfois 1 jour, 2 jours qui sont dédiés à des tâches qui sont complètement extra-juridiques. D'accord? Et ça, c'est compliqué parce que parfois, et la vraie difficulté des jeunes avocats, la vraie difficulté qui a été la mienne au départ, ça a été de découvrir que j'étais chef d'entreprise, même quand j'étais collaborateur. Quand vous savez ce que c'est la collaboration ou pas? Si jamais il y en a 1 ou 2 qui ne savent pas, mais vous avez 3 manières d'exercer le métier d'avocat. Soit vous êtes salarié, c'est à peu près 10% des avocats en France. Salarié, ça veut dire que vous travaillez pour un cabinet d'avocat, vous avez un contrat de travail
vous avez un volume horaire à exercer pour une société d'avocats, et vous avez donc tout, entre guillemets, les droits d'un salarié que vous n'avez pas quand vous êtes collaborateur. Collaborateur, c'est un jeune avocat qui crée une entreprise, son cabinet, et qui cherche un cabinet collaborant qui va le recruter. Mais en fait, on a tendance à envisager la collaboration comme un rapport de hiérarchie entre le collaborant et le collaborateur, là où, sur le plan de la structuration, en réalité, le client, c'est le collaborant, donc c'est le patron. D'accord? Et donc vous êtes tout à fait libre de partir. Est-ce que là, c'est clair ou pas du tout? Si? Ouais, ça va. J'ai cru que non. Donc au début, quand vous êtes collaborateur, vous apprenez dans les premières années que vous êtes chef d'entreprise et que vous ne devez donc pas vous verser le total de votre rétrocession. Il faut le savoir, et on ne vous l'apprend pas forcément à l'école. Donc à Paris, je crois que la rétrocession, c'est 4 000 € le minimum à peu près. Le tarif UJA, c'est 4 000 €. Il y a des gens qui pensent toujours qu'en fait, ça veut dire 4 000 € net, mais pas du tout. En net, ça vous fait à peu près quelque chose comme 2005, 2006. Parce qu'il faut apprendre, en tant que chef d'entreprise, vous payez vos propres cotisations sociales. Et donc, au-delà de cet aspect-là, c'est que vous devez donc développer votre entreprise, votre cabinet. Vous développer, ça veut dire que dans ce temps, et c'est là la difficulté du jeune avocat, je pense, c'est que dans cette semaine de travail, pendant vos 2 premières années de carrière, vous êtes encore un peu lent parce que vous êtes un avocat débutant. Donc en fait, vous pouvez travailler, moi c'était 35-40 heures par semaine pour le cabinet chez qui vous êtes en collaboration. À partir de là, votre clientèle à vous, c'est 0. C'est que votre cabinet pour qui vous travaillez. Donc à partir de là, vous avez 0 possibilité d'envisager de partir. Si vous voulez envisager de partir, ça veut dire qu'en fait, l'heure 0 de votre cabinet à vous en tant qu'indépendant, elle commence au bout de votre 40e heure de travail dans la semaine. C'est pour ça que je vous parlais de persévérance. C'est que on a une chance énorme, je trouve, beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, en tant qu'avocat, d'avoir ce statut de collaborateur parce que je crois que c'est le seul métier d'entrepreneur où vous avez un minimum garanti au début. On vous dit, tu te lances dans l'entrepreneuriat, ne t'inquiète pas, je vais te verser suffisamment de quoi pour manger et pour payer ton loyer. Moi, je trouve que c'est une chance. À condition de trouver un cabinet qui respecte le minimum de vos droits et qui vous accorde du temps pour vous développer un peu. D'accord? Rappelez-le moi si jamais j'oublie, mais si je ne le dis pas, d'ici 5 minutes, vous me dites Rémi, collaborateur, offre, et je comprendrai ce qu'il faut que je vous dise. D'accord? Donc, ça veut dire qu'au bout de la 40e heure de travail, c'est quand même pas facile. Vous êtes fatigué, vous avez potentiellement une vie privée, et vous commencez déjà à empiéter sur votre vie privée pour développer votre propre cabinet et espérer un jour monter complètement votre propre cabinet, d'accord? Mais il faut le savoir au début parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. On ne peut pas, je pense, c'est très personnel et c'est peut-être même un peu polémique, mais je pense qu'on ne peut pas envisager le métier d'avocat dans les premières années en se disant je vais travailler 35 heures. Je pense que c'est impossible et en même temps, je pense que de toute façon, quand on est assis d'être à votre place et qu'on n'exerce pas, on considère que c'est peut-être dur à envisager, mais quand on le fait, en fait, vous dépassez largement des bandes horaires classiques, mais vous êtes tellement passionné par ce que vous faites qu'à aucun moment vous allez au travail le matin en vous disant c'est dur, et à aucun moment vous rentrez chez vous le soir en vous disant c'est dur. Moi, ça m'a tapé mon quotidien, c'est quand même pas normal, mais bon, je fais beaucoup de choses en même temps, mais je suis jamais épuisé, je suis jamais fatigué, parce que j'aime ce que je fais. Et vous voyez, c'est la boucle que j'essaie de vous dessiner depuis tout à l'heure. C'est fait aller toujours dans le sens de ce que vous aimez. Parce qu'encore une fois, vous serez bon dans ce que vous aimez. Et vous serez donc rentable dans ce que vous aimez. Et c'est ce qui vous permettra de concilier votre vie privée et votre vie professionnelle. C'est que vous allez vous noyer dans votre vie professionnelle. Parce que c'est trop dur d'arrêter de travailler dans quelque chose qui nous passionne. C'est ça en fait le problème quand on est jeune avocat. C'est pas de trouver du travail comme certains le disent. J'ai pas eu ce problème-là. C'est d'arrêter de travailler. Se dire, là, ça y est, c'est trop, il faut que je rentre chez moi, parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas vu ma femme, mais je fasse sa connaissance, par exemple. J'exagère, évidemment. Mais il y a des périodes où c'est des rushs comme ça, il faut accepter que l'entrepreneuriat, des fois, ça vous dévore. Et que vous avez le droit de dire à un client, je ne vous prends pas. Vous avez le droit de dire ça, parce que vous êtes déjà au maximum de votre quota horaire de la semaine. Mais en pratique, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez le rendez-vous avec lui. Ça vous touche, l'histoire qu'il vous raconte. Vous avez envie de l'aider.
Parce que vous avez juré, quand vous avez prêté serment, vous avez juré humanité, vous êtes complètement désintéressé, vous avez fait tout ça pour aider les gens en fait. C'est peut-être niais, mais moi c'est ce qui m'anime, et j'espère que c'est ce qui va m'animer pendant mes dizaines d'années de carrière. Et donc en fait, vous ne dites pas non à cette personne assise en face de vous. Et quand vous raccrochez, et c'est ce que toi-même tu m'as dit, à chaque fois elle me disait, mais tu viens de me dire que tu n'as pas le temps, et tu viens de prendre un nouveau dossier. Et du coup, des fois c'est vendredi soir, samedi, parfois c'est dimanche, etc. Mais c'est au début, le temps de trouver aussi sa manière de faire. Et encore une fois, il faut avoir l'humilité de se dire, je suis jeune, donc je suis lent. Et donc peut-être que j'ai fini tard ce soir, mais j'ai pas fini tard parce qu'il y a trop de travail ou parce que je sais pas m'organiser, c'est parce que je suis encore en train d'apprendre. D'accord? Donc vraiment, l'humilité, c'est une qualité que vous devez alimenter toute votre vie. Et c'est vraiment sur ça que j'aimerais terminer avant de répondre à vos questions et de passer sur cette histoire de offre collaborateur, etc. Mais quand j'étais à votre place, un jour, il y avait un salon des métiers à la fac, et il y a une personne qui représentait les avocats, qui était un jeune confrère qui avait un an de barre, qui faisait du pénal et qui faisait que des permanents. Et moi, j'étais animé par la volonté de devenir avocat. Avec des amis, on est parti tout voir et on lui dit alors, c'est aussi bien qu'on l'imagine. Et lui nous a vendu l'Apocalypse. Il nous a dit c'est nul, c'est dur, et je gagne rien. Du coup, nous, on n'a pas envie d'eux. Et aujourd'hui, si je devais être la petite voix qui parle au mois d'hier à ce salon des métiers, je me dirais, ce gars est peut-être en train de briser une ambition professionnelle au nom d'un parcours qui lui est propre. Peut-être que son avis se base aussi sur une période de sa vie privée difficile qu'il traverse, et il ne le dit pas. Peut-être qu'il est malhonnête dans ce qu'il dit. Et au final, aujourd'hui, 5 ans plus tard, je me dis heureusement que je ne l'ai pas écouté. Parce que vraiment, ça m'anime au quotidien. J'écoutais tout à l'heure Maxime et Youssef qui disaient qu'ils pensent à leur dossier en permanence. Moi, c'est pareil, et ça ne me dérange pas. À l'époque, j'aurais pu dire que ces gens sont malades, ces gens sont dépassés par leur travail, etc. Et au final, on le vit bien. Alors, soit c'est un syndrome de Stockholm, et du coup, ça ne me rend pas pour autant malheureux. Soit c'est que vraiment, c'est passionnant. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir l'opportunité d'exercer des métiers de passion, là où beaucoup n'exercent pas cette chance-là, je pense que c'est un privilège que vous devez cultiver, nourrir, et vous devez en accepter les avantages et en accepter les contraintes. Ça va être dur, mais ça va être passionnant. Et c'est pas parce que ça va être très préoccupant, très stressant parfois, que vous allez détester cette profession. Au contraire, je crois qu'aujourd'hui, parler avec des confrères, c'est plus normal, alors que ça n'était pas il y a 5 ans par exemple, et je me rends compte à quel point tous ceux avec qui je parle sont épanouis dans leur métier. J'aurais aimé, quand j'étais à votre place, pouvoir parler avec ces gens-là. C'est pas parce qu'ils ne sont pas assez dans les facs, c'est pas parce qu'ils ne prennent pas assez la parole pour vous accompagner, parce que la justice est ce qu'elle est, les cabinets sont ce qu'ils sont, il y a beaucoup de travail et on ne peut pas trop se disperser. Et c'est pas parce qu'ils ne prennent pas la parole que vous devez baser votre vision de cette profession et de ses difficultés sur le témoignage uniquement de ceux qui en sont déçus. Nourrissez votre curiosité, allez vers les avocats, nourrissez votre projet, construisez votre définition du métier d'avocat, avancez vers votre définition du métier d'avocat. Il y a beaucoup d'avocats nouveaux, dans des domaines nouveaux. Il y a des avocats qui créent des métiers d'avocat. Si vous avez une vision du métier d'avocat, créez-la et vous serez plus heureux des avocats. Et vous serez particulièrement rancunier à l'encontre de tous ceux qui ont un jour tenté de vous expliquer qu'un métier d'avocat c'était prédéfini et que c'était pas très bien. D'accord? Donc voilà, gardez ça en tête. Persévérance, humilité, travail, passion, désintéressement. Si vous avez au minimum ces 5 qualités en tête, vous serez un grand avocat demain, une grande avocate demain, je l'espère, et vous participerez à réparer la justice avec tous les magistrats qui ont cet entrain et cette passion aussi, et tous les professionnels du droit qui ont cet entrain et cette passion. C'est la passion qui nous anime tous, c'est notre conviction qui nous anime tous, c'est ça qui nous fera avancer. N'abandonnez jamais cette idée, votre conviction, votre définition du métier. Persévérez. Et c'est donc l'heure pour moi de répondre à vos questions, si vous en avez évidemment, avec plaisir. Je ne sais pas combien de temps il reste, mais on a 10 minutes, c'est ça à peu près, Gabriel? On a jusqu'à ce soir. Des questions?
Sur le métier, sur l'école, oui. Une fois qu'on grille nos 3 cartouches, entre guillemets, pour Alors déjà, on commence par un scénario catastrophe, c'est ça? pour le PCAPA, je le souhaite à personne. D'accord. Il n'y a aucune voie de recours, à part exercer en tant que juriste pendant 8 ans, je crois que c'est 8 ans. Ou faire une thèse, oui. Une thèse, ouais. Mais l'idée, c'est de ne pas les griller. Peut-être Oui, qu'il faut bien commencer sûr. par Bien réfléchir sûr. à comment réussir, avant de réfléchir à comment faire si on a tout grillé. Mais oui, c'est ça. C'est exercer en tant que juriste pendant 8 ans, de ma part, ou faire une thèse, ce qui nous donne le droit d'entrer à l'école sans passer l'examen à l'école des avocats. Et vous passez ensuite un seul examen qui est le CAPA, qui est en fait l'examen de sortie de l'école des avocats, avant de prêter serment et de vous inscrire au barreau que vous souhaitez pour exercer votre profession d'avocat. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oui? Alors en quoi est-ce qu'il consiste exactement l'examen du CRFPA? C'est une très bonne question parce qu'en fait je pourrais vous faire des réponses très différentes en fonction du point de vue dans lequel je me place. Soit je me place du point de vue d'un professionnel, d'un avocat je veux dire, d'un point de vue d'un prof ou du point de vue de l'élève. Du point de vue de l'élève, je me dis que c'est sélectionné. Le point de vue de l'avocat et du prof, de l'avocat, c'est aussi sélectionné, mais avec une vision un peu plus en accord effectivement de ces sélections, parce qu'aujourd'hui quand je vois les qualités humaines qu'il faut pour exercer cette profession, je me dis que si cette sélection peut avoir au moins pour objet de faire que ceux qui ont renoncé trop vite n'aient pas accès à la profession, c'est peut-être une bonne chose au final. Parce que demain on a la responsabilité de défendre des clients alors eux-mêmes sont tellement en difficulté qu'ils estiment avoir besoin de vous. Et si vous n'avez pas cette mentalité de jamais renoncer et de tout le temps vous battre pour enfin réussir à gagner un dossier qui même pouvait vous paraître comme étant perdu d'avance, eh bien c'est peut-être bien qu'on vous ait écarté. Et puis après la vision du prof, et particulièrement du prof de liberté fondamentale, c'est que aujourd'hui on est dans une vision, je trouve, du métier d'avocat qui est peut-être trop spécialisée. Beaucoup pensent que parce qu'ils avaient droit des affaires en TD, ils vont être avocats en droit des affaires et ils ne feront rien d'autre. En droit fiscal, ils ne font rien d'autre, et c'est certainement vrai en pratique, d'accord? Mais c'est pas parce que notre pratique est sectorisée qu'il faut oublier quelle est notre essence de base. Et nous, en tant qu'avocats, on n'a pas vocation à être ultra spécialisé, ou en tout cas, on n'a pas vocation à être qu'ultra spécialisé. Parce que si un jour, comme on l'a vu dernièrement, l'état de droit est véritablement menacé, c'est tous les avocats qui doivent se menacer, pour défendre, qui doivent se mobiliser pour défendre les droits et les libertés. Je pense que quand on est avocat, on doit, peu importe le secteur dans lequel on exerce, avoir pour conviction véritable la défense des droits et libertés et la justice. Et donc je pense que cet examen du CRFPA, il a au moins pour mérite de vous imposer un minimum de bagages essentiels pour que vous puissiez comprendre quel est votre rôle demain dans la société. Donc le but de cet examen, s'il faut résumer, c'est peut-être tester le niveau de votre maîtrise du droit et de la culture juridique, c'est vérifier que vous êtes capable, quand vous connaissez la réponse, de l'exposer correctement et donc tester votre méthodologie. Et c'est évidemment aussi réguler le nombre d'avocats, on ne va pas se mentir, c'est pas un concours, mais quand même. Ça répond un peu ou c'est flou? Non, ça répond. Ça va? Bon. Oui? Ça rejoint un peu ce que vous évoquiez, mais est-ce que le choix de l'épreuve de socialité au CRFPA va être vraiment être déterminant sur le type d'avocat qu'on sera? Par exemple, si, par exemple, à titre personnel, je suis intéressée par les droits de l'homme, et donc autant à l'échelle internationale que nationale, donc je suis à la fois intéressée par le droit administratif évidemment, et par le droit international. Donc voilà, moi aujourd'hui, je ne sais pas si je dois choisir le droit administratif ou le droit international. Choisissez en fonction de ce qui va vous permettre de rester concentré sur cette matière pendant des mois, d'être endurant sur cette matière. Et c'est juste une question de stratégie, de motivation. Parce que demain, quand vous serez à l'école, on vous proposera d'autres matières. Demain, quand vous exercerez, vous serez confronté à d'autres matières. Et pire encore, plus encore plutôt, vous allez pouvoir changer en fait, de carrière et de métier en cours de carrière. Les avocats qui ont commencé, mais de toute façon, tous les avocats installés vous diront, c'est les dossiers qui ont défini l'avocat que je suis devenu et ma spécialité entre guillemets. C'est parce que
Il y a plein de chefs d'entreprise qui m'appellent que je deviens avocat en droit social côté entreprise, par exemple. C'est pas une conviction profonde, je ne me suis pas toujours dit je vais être ça. Il y a de ça, évidemment. On cultive ça et on nourrit cette compétence qu'on vend et on séduit, puis derrière ça nous ouvre un marché, évidemment. Mais ce marché est uniquement limité par et défini par les opportunités que vous avez dans votre vie professionnelle réelle, et à aucun moment, que ce soit même au recrutement, on vous interroge sur quel est votre master. Moi, on ne m'a jamais demandé. Sinon, vous imaginez que je pense que j'aurais jamais trouvé une collab. J'ai fait un master 1 droit public des affaires, je postule dans des cabinets en droit d'urbanisme, et mon master 2, c'est droit de l'homme, ce qui veut quand même rien dire pour la plupart des gens. Donc, non. Et en fait, la question du choix, c'est un vrai problème, je trouve, quand on est étudiant, parce qu'on nous fait tout le temps croire que le choix est déterminant et qu'il y a une forme de summa divisio qui va guider après toute notre carrière. Si je prends le droit administratif au CRFPA, ça veut dire que je n'aurai plus jamais le choix de faire autre chose. D'accord? Mais du coup, il n'y a pas droit de la construction, il n'y a pas propriété intellectuelle, il n'y a pas propriété industrielle, il n'y a pas droit de l'environnement. Ça veut dire qu'en fait, je ne peux pas devenir avocat en droit de l'environnement, puisque c'est jamais proposé nulle part. Évidemment que si. D'accord? C'est juste des choix qui ont été faits par l'administration, mais qui ne sont en aucun cas limitants. D'accord? Et c'est peut-être là que je vais insérer ma réflexion sur cette histoire de collaboration, mais il faut que vous compreniez que quand vous êtes étudiant, vous devez bien choisir vos stages parce que vous devez tomber sur des gens qui alimentent votre envie et votre ambition. Quand vous serez jeune avocat demain et que vous chercherez une collab, ne vous précipitez pas sur la première collab parce qu'en fait, et c'est un problème qu'ont aujourd'hui les avocats, ils ont du mal à recruter des collaborateurs dans certains domaines. Il y a une vraie demande de collaborateurs. Ça veut aussi dire qu'en tant que collaborateur, on n'a pas vraiment de difficulté à trouver une collaboration. D'accord? Donc on n'a aucune raison de se précipiter sur un contrat qu'on nous propose en premier. Faites bien le choix de qui va être votre premier collaborant parce que c'est lui qui va vous inculquer vos premiers réflexes d'avocat, votre première méthodologie de ce qui est concrètement la profession d'avocat, et c'est lui qui va nourrir votre volonté de persister dans cette voie ou pas. Les gens que je connais qui sont déçus de cette profession lisent souvent leur déception à celui pour qui ils travaillent. Donc ne laissez encore une fois jamais quelqu'un vous imposer des choses que vous n'avez pas envie de faire et casser une ambition que vous avez nourrie depuis l'enfance pour certains ou depuis longtemps pour beaucoup. Ok? Donc aucune limite. La preuve. Sinon je ne ferai pas grand chose aujourd'hui. Oui. Oui, je vais terminer la conférence en citant 5 piliers. Sauf que moi, j'avoue que la persévérance et la passion ont été un peu entamées suite à mon échec pour la deuxième fois au CRFPA. Et donc là, en fait, je m'interroge sur l'opportunité de passer une troisième fois et j'avoue que je ne sais pas trop, je suis un peu perdue. Donc je voulais savoir si vous auriez des conseils slash motivation. Oui, j'ai des conseils. Déjà, je pense qu'il faut... moi, quand j'étais à votre place, je ne voulais même pas le repasser une troisième fois. Et c'est vrai que ce passage, je devrais peut-être plus en parler, parce que je dis tout le temps que je l'ai repassé une troisième fois, mais je dis jamais quel est le process qui m'a conduit jusque-là. J'étais tellement déçu, alors que je m'y attendais, parce que je n'avais pas travaillé comme il fallait. Mais je m'en suis rendu compte plus tard, parce qu'à l'époque de l'échec, j'étais encore trop orgueilleux. Et en fait, autour de moi, j'avais deux catégories de personnes. Ceux qui me disaient, tu sais, peut-être qu'en fait, t'es pas fait pour ça, parce que quand même, tu l'as raté 2 fois, c'est pas rien. Puis tu commences à être vieux, quand j'avais 26 ans, je n'étais pas non plus de l'antiquité, mais c'est vrai qu'autour de moi, j'avais pas beaucoup en plus de personnes dans mon entourage. Je suis le seul à avoir fait des études longues, donc c'est vrai que 26 ans, encore à la maison et à l'école, c'est vrai que c'est un peu choquant. Mais dans mon entourage amical, parce que par contre dans la famille, là on me disait, tu crois, depuis toujours, donc tu y vas, et t'as pas d'autre choix en fait. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ça m'arrive des fois, ça m'arrivait de retrouver un ami tous les vendredis soirs, pas au moment des révisions, bien avant. On n'est pas tous du même milieu social, même lui, son père a vendu des millions de disques. Mais du coup, lui, il a la pression de réussir professionnellement parce que son père a vendu des CD, mais il ne considère pas que c'est une réussite. Moi, j'ai mon histoire qui fait que j'ai aussi l'impression d'avoir un devoir vis-à-vis de mes parents. Et un jour, on marchait, on méditait comme ça, et il m'a dit une phrase que je me répète très souvent aujourd'hui, que je répète et que je répéterai très certainement à mes enfants, mais en fait, on est condamné à réussir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. Je n'ai pas le droit d'accepter
qu'un jour mon projet puisse être remis en cause par quelque chose. Et donc j'ai le devoir de trouver pourquoi c'est pas passé, pour y arriver. Mais il ne faut pas que ce devoir devienne un facteur de pression. Il ne faut pas que vous passiez vos journées à vous dire j'ai le droit de passer une troisième fois, je dois le faire parce que sinon ça veut dire que je ne suis pas persévérant. Non, là c'est l'heure de prendre du recul, c'est l'heure de prendre du repos, c'est l'heure de s'accorder du temps, de bien-être et de s'accorder du temps pour soi. Et moi c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Ma troisième tentative, c'est me réinscrire à titre conservatoire au cas où je décide de le repasser, avec la conviction que je ne le repasserai pas. Une conviction un peu hypocrite, parce que si j'y vais, c'est que quand même, intérieurement, je me dis que je vais le repasser là. Mais mon cerveau ne voulait pas l'admettre. Et je décide pendant cette année de travailler beaucoup, parce que j'ai en plus décidé moi de me marier à ce moment-là, et avec un budget de mariage qui fait qu'il fallait travailler beaucoup et payer une prépa, il y a une logique, etc. Et donc je me suis marié le 13 juillet, j'ai déménagé du 13 au 16, j'ai commencé à réviser le CRFPA, du coup moi le 16 juillet. Donc je me suis un peu mis la corde au cou. C'est une stratégie qui marche avec moi. D'accord. Par contre, pendant l'année, parmi mes jobs, je donnais des cours particuliers dans des matières que je passe au CRFPA. Donc je ne révise pas, mais je ne perds pas non plus le nord. D'accord. Et en fait, une fois que vous avez pris du recul pendant longtemps, et en plus, moi, vu que j'avais déménagé, j'étais loin de tout ce qui me rappelait ce contexte. C'est pour ça, je ne sais pas si, sur les réseaux sociaux, il y a pas longtemps, il y avait le débat sur mes réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut, quel IEJ, est-ce qu'il faut changer d'IEJ ou pas? Et tout le monde me expliquait, j'ai changé, mais en vrai, ça ne servait à rien de changer, si ce n'est pour changer d'environnement et avoir en fait un espèce d'effet placebo. J'ai changé le mobilier, je me sens mieux chez moi. C'est un peu la même chose, d'accord? Et moi, ça a été pareil. J'ai déménagé, je me suis senti mieux dans mes révisions. J'ai réorganisé ma manière de bosser. J'ai arrêté d'écouter les autres qui me disaient faire 9h, 22h. Je faisais 9h, 18h, 2 heures de pause. Le soir, je sortais, série Netflix. J'ai jamais été aussi peu productif de mes soirées, c'est-à-dire que j'étais que sur Netflix et que en soirée. Mais c'est là que je l'ai eu. Pourquoi? Parce que je disais à un de vos camarades tout à l'heure, c'est parce que les années précédentes, quand je tentais, arrivé à un moment au mois d'août, par exemple, où quand je commençais ma journée à 9h, je n'avais pas l'impression que j'avais dormi entre-temps. J'avais l'impression que j'avais juste fait une pause de 5 minutes et que j'étais déjà lassé de ma journée, de la veille, de l'avant-veille, etc. Alors que quand je coupe pour de vrai, chaque jour, j'ai un vrai nouvel objectif, j'ai une vraie nouvelle motivation, j'ai une vraie nouvelle force. C'est pour ça aussi que je vous conseille beaucoup d'avoir une logique d'échéance, d'objectifs en 3 temps. Court terme, moyen terme, long terme. À long terme, votre objectif, c'est évidemment d'avoir cet examen. À moyen terme, c'est à la fin de la semaine. À court terme, c'est à la fin de la journée. Mettez-vous des petits objectifs, parce que si votre but c'est d'avoir le CRFPA, vous allez vite vous décourager, puisque c'est lointain, c'est pas concret. Mais si votre but c'est de vous dire, moi aujourd'hui, je vais finir tel chapitre, et m'exercer sur telle notion, et qu'à la fin, vous l'avez fait. Chaque soir, vous êtes fier de vous. Et cette capacité que vous avez à comprendre que vous êtes apte à cocher des cases tous les soirs, fait que ce cumul de cases fait que vous allez répondre à l'objectif final, d'accord? Mais pour ça, il ne faut pas se mettre la pression. Il faut comprendre que la partie la plus importante du travail, c'est le repos. Il faut être bienveillant avec soi, il faut s'écouter soi-même. Si à un moment donné, vous n'avez pas envie de bosser, vous ne bossez pas. Il n'y a pas longtemps, c'est dommage qu'elle ne soit pas là, mais j'ai une étudiante que j'ai rencontrée quand je venais, moi, d'entrer à l'école, Elle faisait sa première tentative, elle ne l'a pas eue, elle était au fond du seau. Elle a retenté, elle ne l'a pas eue, elle était au fond du seau. Et puis elle avait une pression familiale énorme. À ton âge, tu n'as pas de travail, tu n'es pas marié, tu es à la maison, ça l'a achevé. J'ai beaucoup parlé avec elle, j'ai réussi à convaincre de repasser l'examen cette année. Et je l'ai coachée depuis le mois de janvier, on travaille le grand oral, etc. Et vers le 25 juillet, elle m'appelle en larmes. Elle n'y arrive plus, c'est sa troisième tentative, et elle sait que si elle ne l'a pas, elle ne le repassera plus, et que de toute façon, elle ne veut même pas m'arrêter pour le repasser plus tard, parce qu'elle en a marre. Et je lui dis, tu sais, les gens disent qu'il ne faut pas partir en vacances quand on prépare le CRFPA, les gens disent qu'il ne faut surtout pas partir fin juillet, début août. Là, dans ton cas à toi, si tu t'écoutes toi, la seule chose à faire, c'est de couper pour de vrai. Elle m'a cru, elle m'a fait confiance, c'était un risque. Elle a pris une semaine de vacances à Istanbul, pas de cahier, pas d'ordi. Rien, elle est revenue plus forte que jamais, remotivée, là où les autres commençaient un peu à décrocher ou à fatiguer, étaient moins efficaces. Du coup, les 3 semaines qui restaient, elle a été plus efficace que les autres, peut-être en 4 ou 5 semaines. Et là, hier, elle pleurait
plus parce qu'elle n'avait pas le CRFPA, elle pleurait parce qu'elle rentrait enfin à l'école et que dans sa tête, ce qui résonnait, c'était quoi? C'était les discours de tous ceux qui l'ont un peu découragée, qui l'ont un peu cassé à la confiance qu'elle avait en elle, jusqu'au point où là, elle a réalisé à quel point il fallait qu'elle croie en elle plus qu'en ce que les gens lui disaient. Donc écoutez-vous, c'est vraiment le discours qui a le plus de poids, je pense, dans votre manière de mener votre carrière et vos études. Donc la troisième fois, si vous n'avez pas envie de la passer aujourd'hui, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'à l'intérieur, votre vraie question, c'est est-ce que vous avez envie ou pas de devenir avocat. Si la réponse c'est oui, il n'y a pas 36 chemins, il y en a un seul. Si vous n'avez pas envie de vous y remettre, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de devenir avocat. Deux. Mais ça veut dire qu'il faut prendre le temps de s'organiser, prendre le temps de se reposer, et demain vous prendrez le temps de fêter, parce que vous serez écoutés, vous, et pas ceux qui veulent vous vendre, vous mettre la pression. Il faut savoir aussi que parmi les gens qui vous mettent la pression, souvent il y a quelque chose à vendre derrière. Donc faites beaucoup attention aux conseils qu'on entend à droite à gauche, il y a beaucoup de trucs à vendre derrière. Écoutez-vous, vous-même, vraiment. C'est le plus important. Ça n'aurait pas marché pour moi, sinon je vous le dirais. Donc c'est mon expérience, et c'est l'expérience que je partage avec vous tout le temps, parce qu'il y a des gens qui finissent par croire que je suis un gourounier de la bienveillance, et que je passe ma vie à dire « Mais non, c'est facile, c'est trop bien ». Non, chaque année, je vous partage des témoignages de dizaines et de dizaines d'étudiants qui vous disent « Mais moi, j'avais plus envie de le passer. Je suis allé au bout, parce que j'ai lu vos témoignages à vous, pas les miens, et au final, aujourd'hui, j'ai mon examen. Et hier encore, je recevais des messages comme ça. Donc, croyez-moi, ce que je vous dis, j'ai la chance de pouvoir vous l'exprimer, mais il y a des milliers de candidats au CRFPA qui le traversent et qui le vivent chaque année. Et des gens qui l'ont du troisième coup, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le fait de l'avoir eu du premier coup ou du troisième coup ne change rien à la qualité de l'avocat que vous serez demain. Je vous rappelle que le dernier de l'école des avocats de Lille à son époque est aujourd'hui ministre de la Justice et considéré comme un des ténors du barreau aujourd'hui. Et que les premiers de la classe qui sont premiers du barreau, c'est pas une norme. D'accord? Donc vraiment, ayez confiance en vous, il n'y a que ça à travailler, je pense, dans votre vie universitaire et professionnelle. Il nous reste du temps pour des questions ou pas? Regardez. Une? Il y en a une. Une. On conseille de passer pour la première fois aux 30 premières années de master ou en deuxième année. Je sais qu'il y a deux écoles, il y en a qui disent que si on passe en M1, c'est mieux, on a un peu les cours en tête, on est dans le jus et c'est plus facile, enfin facile en tout cas en termes de concentration, de motivation, et il y en a d'autres qui disent que en fait au M2 on a tout ce qui est on a le mémoire, etc. Donc si jamais on parvient à le passer, c'est un peu Alors, dans la suite de ce que je disais, je pense que c'est santé ou pas. Et pour ça, il faut que vous arriviez à mesurer quel est le volume horaire que représente votre master dans votre emploi du temps aujourd'hui. Question 1. Question 2. Est-ce que vous avez des obligations annexes au master qui vous prennent encore du temps? Un travail, par exemple, pour payer un loyer ou à manger. Et donc, à partir de là, combien de temps il vous reste pour envisager raisonnablement de préparer cet examen? Si vous estimez qu'il vous reste suffisamment de temps et que vous avez envie de le passer, passez-le. Si vous estimez que vous n'avez pas le temps pour le préparer sérieusement, ne le passez pas. À mon époque, la sélection se faisait entre le M1 et le M2. On disait beaucoup de le passer après le M2 parce que là, du coup, il fallait être très bon au moment du M1. Je l'ai quand même passé en M1 parce que moi, je me disais, on a 3 tentatives, j'avais peut-être 22, 23 ans, je sais plus quand j'étais en Master 1, donc j'ai fait un calcul, je me dis non, mais de toute façon, si je reporte mes 3 tentatives et que ma première tentative, c'est l'année qui suit le Master 2, c'est-à-dire qu'après je sors de l'école, j'ai 32 ans, en vrai j'ai la flemme. Autant gâcher mes chances dès maintenant, parce que de toute façon, je n'irai pas à l'école jusqu'à 32 ans. Donc je me suis dit, bon, je vais le passer en Master 1, ça passe, ça casse, peu importe. D'accord? Et ensuite, donc, la question à se poser, c'est celle-là. Jusqu'à quand vous êtes prête à étudier d'une part, et d'autre part, est-ce que vous estimez que vous avez le temps nécessaire pour préparer cet examen aujourd'hui? Si la réponse à cette question c'est oui, foncez, parce que vous avez 3 tentatives, et au pire, si c'est vraiment l'année du Master du M2 qu'il fallait le faire, ben, votre deuxième chance ce sera l'année du M2 et vous l'aurez à l'année du M2. Au final, vous aurez plus à vous-même parce que vous aurez suivi uniquement votre décision à vous et vous aurez plus à ceux qui vous ont dit de passer en M1 et en M2. Donc c'est tout bien. C'est bon pour vous? Oui. Bon, bah écoutez, bonne journée.